Le Jagd Panther est souvent présenté comme l'un des meilleurs chasseurs de chars allemands de la Seconde Guerre mondiale, mais son histoire réelle est bien plus nuancée. Conçu à la fin du conflit, le Jagd Panther était basé sur le châssis du char Panther et équipé du puissant canon anti-char de 4,2 mm PAC 43. Sur le papier, il semblait réunir une puissance de feu exceptionnelle, un blindage frontal solide et une mobilité acceptable. Pourtant, son développement et son emploi opérationnel reflètent surtout les difficultés structurelles de l'industrie et de la doctrine militaire allemande à partir de 1943. L'idée du Jagdpanther est née de la crainte croissante face aux chars alliés de plus en plus lourdement blindés. Les responsables allemands comprirent que les armes existantes deviendraient rapidement insuffisantes. Plutôt que de créer un véhicule entièrement nouveau, ils décidèrent d'adapter une plateforme déjà en service. Le châssis du Panther fut choisi car il offrait une bonne protection et un moteur relativement puissant, du moins en théorie. L'installation du canon de PAC 43 transforma ce châssis en un chasseur de chars lourds, spécialisé dans le combat à longue distance. Contrairement au char à tourelle, le Jagd Panther possédait une superstructure fixe, appelée casemate. Ce choix permettait d'augmenter l'épaisseur du blindage frontal et de réduire la silhouette du véhicule. Cette conception correspondait à la doctrine allemande qui privilégiait les embuscades et les tirs à grande distance. Le Jagdpanther n'était pas destiné à combattre en mouvement constant, mais à détruire les blindés ennemis avant d'être repérés. Dès le départ, il représentait un compromis entre puissance de feu, protection et faisabilité technique. L'intégration d'un canon aussi lourd sur le châssis du Panther entraîna une augmentation significative du poids, mettant à rude épreuve la suspension, la transmission et l'ensemble de la mécanique. Ces faiblesses allaient rapidement apparaître sur le terrain. Il est également essentiel de replacer le Jagdpanther dans son contexte historique. Lorsqu'il entra en service, l'Allemagne faisait déjà face à des pénuries de ressources, à des bombardements intensifs et à une perte progressive de l'initiative stratégique. Ce contexte explique pourquoi, malgré ses qualités théoriques, le Jagdpanther ne put jamais devenir une arme décisive. Dans la partie suivante, nous analyserons en détail sa conception technique, son blindage, son armement et les conséquences concrètes de ses choix sur son efficacité réelle. La conception technique du Jagdpanther illustre à la fois l'ambition de l'ingénierie allemande et les limites structurelles de la production de guerre à la fin du conflit. Le véhicule utilisait le châssis du Panther, officiellement classé comme char moyen, mais dont la masse réelle approchait déjà 45 tonnes. Cette base était donc fortement sollicitée dès le départ. L'élément central du Jagdpanther était son armement principal, le canon anti-char de 98 mm PAC 43 L71. Cette arme était nettement supérieure au précédent canon de 90 mm utilisé par l'Allemagne. Grâce à son long tube et à sa vitesse initiale très élevée, elle pouvait perforer plus de 150 mm de blindage à une distance de 2 km. En théorie, cela permettait au Jagdpanther de détruire la majorité des chars alliés avant même qu'ils ne puissent le riposter. Pour intégrer ce canon, la tourelle du Panther fut supprimée et remplacée par une casemate entièrement blindée. Cette solution autorisait un blindage frontal plus épais, incliné à un angle favorable, augmentant sa protection effective. La plaque frontale atteignait 80 mm, ce qui offrait une bonne résistance face aux armes anti-chars alliées. En revanche, le blindage latéral restait relativement mince, rendant le véhicule vulnérable aux attaques de flanc. L'agencement interne posait de sérieux problèmes. Le moteur était installé à l'arrière, tandis que la transmission et les organes de direction se trouvaient à l'avant. Cette configuration rendait les réparations extrêmement complexes. L'accès à la transmission nécessitait souvent le démontage de composants majeurs, parfois même le retrait complet du canon. Les mécaniciens comparaient ces opérations à une véritable chirurgie lourde, presque impossible à réaliser en conditions de combat. La visibilité constituait une autre faiblesse majeure. L'absence de tourelle limitait fortement la conscience de la situation pour le commandant. Les dispositifs d'observation étaient peu nombreux et les angles morts fréquents. Cela compliquait la coordination avec l'infanterie et les autres véhicules. L'intérieur était étroit, ce qui augmentait la fatigue de l'équipage lors des opérations prolongées. Sur le plan de la mobilité, le Jagdpanther semblait correct sur le papier, mais en pratique, sa vitesse était souvent limitée afin d'éviter les pannes mécaniques. Les suspensions, les chenilles et surtout la transmission souffraient d'une usure rapide. Ces faiblesses techniques ne rendaient pas le Jagdpanther inefficace, mais elles réduisaient considérablement sa fiabilité. Le véhicule exigeait un entretien constant, des équipages expérimentés et des conditions logistiques stables, des éléments de plus en plus rares pour l'Allemagne à partir de 1944. Dans la partie suivante, nous examinerons comment ces difficultés techniques se sont traduites par de graves problèmes de production et pourquoi le Jagdpanther fut fabriqué en si petit nombre malgré des objectifs initiaux très ambitieux.
La production du Jagdpanther débuta à un moment où l'Allemagne était déjà confrontée à un effondrement industriel et logistique avancé. La production en série commença officiellement en janvier 1944 dans les usines MIAG de Braunschweig. Les objectifs initiaux étaient extrêmement ambitieux. Les planificateurs allemands espéraient produire jusqu'à 150 Jagdpanther par mois. Ces chiffres ne correspondaient plus à la réalité de la guerre. Dès le début, la production fut freinée par le manque de matières premières, la pénurie de main-d'œuvre qualifiée et les perturbations constantes des réseaux de transport. Le châssis du Panther était déjà complexe à fabriquer et l'ajout d'une superstructure lourde ainsi que d'un canon puissant augmentait encore le temps d'assemblage. Les bombardements stratégiques alliés eurent un impact décisif. Les installations de MIAG furent frappées à plusieurs reprises en 1944 et environ 60% de l'usine furent détruits ou gravement endommagés. Les coupures d'électricité, la destruction des machines-outils et l'interruption des chaînes d'approvisionnement rendèrent toute production continue presque impossible. Même lorsque des véhicules étaient achevés, leur acheminement vers le front posait problème. Les voies ferrées étaient souvent détruites et le manque de carburant ralentissait ou empêchait le transport. En conséquence, le nombre total de Jagdpanther produits resta très faible. À la fin de la guerre, environ 405 exemplaires seulement furent construits. Ce chiffre inclut des véhicules inachevés, endommagés ou jamais livrés aux unités combattantes. La production connut un bref pic à la fin de 1944 et au début de 1945, atteignant environ 70 unités par mois réparties sur plusieurs sites, mais cette hausse fut de courte durée. L'industrie allemande n'avait plus la capacité de soutenir un tel rythme. La qualité de fabrication se dégrada également. Les Jagdpanther produits tardivement sortaient souvent des usines avec des défauts mécaniques non corrigés. Les essais étaient limités et les tolérances de fabrication moins strictes. Les équipages recevaient parfois des véhicules nécessitant des réparations immédiates avant même leur engagement. La formation des équipages souffrait aussi de cette situation. Le faible nombre de véhicules disponibles limitait les possibilités d'entraînement. Beaucoup de soldats furent envoyés au combat avec une expérience minimale sur ce matériel complexe. Cette combinaison de production insuffisante, de fiabilité médiocre et de formation incomplète empêcha le Jagdpanther de jouer un rôle significatif sur le champ de bataille. Dans la partie suivante, nous analyserons son emploi opérationnel réel et l'écart entre la doctrine prévue et la réalité du combat. L'emploi opérationnel du Jagdpanther révéla rapidement un écart important entre la doctrine théorique et la réalité du champ de bataille. Sur le papier, ce chasseur de chars devait agir à longue distance. Il était conçu pour tendre des embuscades, utiliser la puissance de son canon de 90 mm et détruire les chars ennemis avant d'être repéré. Cette approche nécessitait une excellente coordination, un terrain favorable et un soutien adéquat de l'infanterie. En pratique, ces conditions étaient rarement réunies. Les unités équipées de Jagdpanther ne disposaient que de quelques véhicules, souvent dispersés entre différents secteurs. Il était exceptionnel qu'un bataillon complet soit engagé au combat avec tous ses engins opérationnels. Les pannes mécaniques réduisaient encore les effectifs disponibles. Les transmissions et les trains de roulement restaient des points faibles majeurs. De nombreux Jagdpanther furent abandonnés non pas à cause de tirs ennemis, mais à la suite de défaillances techniques irréparables sur le terrain. Les équipages faisaient face à des conditions difficiles. La visibilité était limitée, en particulier sur les côtés et à l'arrière. L'absence de tourelle obligeait le conducteur à repositionner tout le véhicule pour engager une cible latérale. Cela ralentissait les réactions et augmentait l'exposition au feu ennemi. L'intérieur était exigu, bruyant et mal ventilé. La chaleur dégagée par le moteur et le canon rendait les opérations prolongées éprouvantes. L'évacuation du véhicule en cas d'urgence était compliquée, surtout sous le feu. Malgré ses limites, le Jagdpanther démontra une efficacité redoutable lorsqu'il était utilisé correctement. À longue distance, son canon pouvait détruire presque tous les chars alliés, y compris les modèles lourdement blindés comme le Churchill britannique. Plusieurs engagements en Normandie et pendant la bataille des Ardennes montrent que des Jagdpanther bien positionnés pouvaient infliger de lourdes pertes. Cependant, ces succès restaient locaux et ponctuels. Le manque de carburant, la supériorité aérienne alliée et la pression constante sur tous les fronts limitaient toute exploitation durable. Sur le front de l'Est, où la menace blindée soviétique était plus importante, le Jagdpanther arriva trop tard et en trop petit nombre. Il ne put influencer l'équilibre des forces. Dans la prochaine partie, nous comparerons le Jagdpanther à d'autres véhicules allemands et alliés afin de mieux comprendre ses forces réelles et ses faiblesses structurelles. La comparaison du Jagdpanther avec d'autres véhicules blindés de la Seconde Guerre mondiale permet de mieux comprendre sa place réelle dans l'histoire militaire. En Allemagne,
il est souvent comparé au char lourd Tiger II. Contrairement au Tiger II, le Jag Panther était plus léger, plus bas et théoriquement plus mobile. Il consommait moins de carburant et présentait une silhouette plus difficile à repérer. Cependant, il restait complexe, coûteux et fragile mécaniquement. Face au Panther classique, le Jag Panther offrait une puissance de feu supérieure mais au prix d'une flexibilité tactique réduite. L'absence de tourelles limitait son efficacité dans les combats rapprochés, notamment en zone urbaine ou boisée. Du côté allié, la comparaison avec les chasseurs de chars soviétiques est particulièrement révélatrice. Le Su-100, par exemple, disposait d'un canon de 100 mm capable de détruire les chars allemands à longue distance. Il était plus léger, plus simple à produire et plus fiable mécaniquement. Son entretien était plus facile et les équipages bénéficièrent de meilleures conditions internes. La doctrine soviétique privilégiait la production en masse et la simplicité. Cela permit un déploiement à grande échelle avec des milliers d'unités opérationnelles. À l'inverse, le Jag Panther resta un véhicule rare. Sa qualité individuelle ne compensait pas son faible nombre. Sur le plan industriel, cette différence est cruciale. L'Allemagne développa des engins technologiquement avancés, mais trop complexes pour une guerre d'usure. Chaque Jag Panther nécessitait beaucoup de temps, de ressources et de main-d'œuvre qualifiée. Les bombardements alliés aggravèrent encore cette situation. Les soviétiques et les alliés occidentaux misèrent sur la standardisation, la rapidité de production et la facilité de maintenance. Cette approche permit de remplacer rapidement les pertes et de maintenir une pression constante. Le Jag Panther représente ainsi une philosophie industrielle et militaire en décalage avec les réalités de la guerre totale. Il était impressionnant sur le plan technique, mais inadapté à une situation stratégique défavorable. Cette contradiction explique pourquoi, malgré ses qualités, il n'a jamais pu jouer un rôle décisif. Dans la prochaine partie, nous examinerons l'impact réel du Jag Panther sur le champ de bataille et pourquoi son héritage est aujourd'hui surtout historique et symbolique. L'impact réel du Jag Panther sur le champ de bataille reste limité, malgré ses performances théoriques impressionnantes. Sur le plan tactique, le véhicule était conçu pour des engagements à longue distance. Son canon de 80 mm permettait de détruire la plupart des chars alliés avant qu'ils ne puissent riposter. Dans des conditions idéales, avec une bonne visibilité et une position préparée, le Jag Panther pouvait dominer une zone entière. Cependant, ces conditions étaient assez rares. Le front de 1944 et 1945 était marqué par des combats mobiles, des attaques aériennes constantes et un manque chronique de carburant. Les unités de Jag Panther étaient souvent engagées sans soutien suffisant. L'infanterie manquait, les communications étaient instables et la supériorité aérienne alliée limitait fortement les déplacements de jour. Les pannes mécaniques restaient un problème majeur. De nombreux véhicules furent abandonnés ou détruits par leurs propres équipages, faute de pièces ou de carburant. Dans plusieurs cas, le Jag Panther ne fut jamais engagé au combat, car il tomba en panne avant d'atteindre la ligne de front. Les équipages, bien entraînés, étaient frustrés par ces limites techniques. La doctrine allemande prévoyait l'emploi du Jag Panther en unités concentrées. En réalité, les pertes constantes obligeaient à les disperser. Un ou deux véhicules étaient souvent attachés à des formations improvisées. Cela réduisait leur efficacité et augmentait leur vulnérabilité. Sur le front de l'Ouest, le terrain bocagé, les villes détruites et les routes étroites limitaient encore leur potentiel. À l'Est, le manque de temps et de ressources empêcha une utilisation cohérente. Malgré tout, certains engagements montrent l'efficacité du Jag Panther lorsqu'il était utilisé correctement. Des rapports alliés mentionnent des chars détruits à longue distance, sans pertes immédiates côté allemand. Mais ces succès restèrent isolés. Ils ne purent influencer le cours général de la guerre. Le Jag Panther arriva trop tard, en trop petit nombre, et dans un contexte stratégique déjà perdu. Son impact fut donc plus symbolique que décisif. Il incarne la dernière tentative allemande de compenser une situation désespérée par la technologie. Dans la dernière partie, nous analyserons l'héritage historique du Jag Panther et pourquoi il fascine encore aujourd'hui historiens et passionnés. Aujourd'hui, le Jag Panther occupe une place particulière dans l'histoire militaire. Il n'est pas considéré comme une arme décisive, ni comme un échec total. Il représente plutôt un symbole des contradictions de l'industrie allemande de la fin de la guerre. Sur le papier, le véhicule combinait une puissance de feu exceptionnelle, un blindage frontal efficace et une silhouette relativement basse. En théorie, il correspondait parfaitement au concept de chasseur de chars lourds. En pratique, il souffrait des mêmes problèmes que de nombreux projets allemands tardifs. Complexité excessive,
Production lente, maintenance difficile et dépendance à une logistique qui n'existait plus. Comparé aux blindés alliés, le Jagdpanther était technologiquement avancé, mais opérationnellement fragile. Les soviétiques, avec des véhicules comme le Su-100, privilégiant la simplicité, la production de masse et la facilité d'entretien. Cette approche permit une supériorité numérique écrasante. Le Jagdpanther, malgré ses qualités, ne pouvait rivaliser avec cette logique industrielle. Après la guerre, très peu d'exemplaires survécurent. Certains furent étudiés par les Alliés, d'autres finirent dans des musées. Aujourd'hui, chaque Jagdpanther conservé est considéré comme une pièce rare. Il attire l'attention des historiens, des ingénieurs et des passionnés de blindés. Son aura vient autant de ce qu'il promettait que de ce qu'il n'a jamais pu accomplir. Il incarne l'idée d'une machine puissante, arrivée trop tard, dans une guerre déjà perdue. Le Jagdpanther rappelle une leçon essentielle de l'histoire militaire. La technologie seule ne suffit pas. Sans production suffisante, sans logistique fiable et sans stratégie cohérente, même les meilleures armes deviennent marginales. Le Jagdpanther n'a pas changé le cours de la Seconde Guerre mondiale. Mais il illustre parfaitement les limites d'une guerre menée par des solutions techniques, face à une coalition industrielle et humaine largement supérieure. C'est pour cette raison qu'il reste aujourd'hui encore un sujet d'analyse, de débat et de fascination.